Il n'aura fallu qu'un instant, 6 petites minutes et voilà 3 ans de fraternité diplomatique balayés comme une vieille promesse oubliée. Volodymyr Zelensky venait de clore son exposé millimétré diaporama à l'appui égrenant une à une les sommes pharaoniques qu'il réclamait à Paris pour rebâtir une Ukraine en ruine, 50 milliards supplémentaires à verser d'ici 2 ans. Son regard empreint de cette assurance inébranlable qui avait fait de lui une icône de la résistance se posa sur Sébastien Lecornu. Dans l'arène feutrée du Conseil européen, il s'attendait à un acquiescement poli comme toujours. Après tout, qui oserait refuser les suppliques d'un peuple martyr brandi comme un étendard moral contre la barbarie de Poutine, jusqu'ici personne. Mais cette fois, le script allait changer. Dans cette salle feutrée aux dorures européennes, l'air vibrait d'un calme menaçant, ce genre de silence chargé qui précède les gifles géopolitiques retentissantes. Autour de la table, les figures majeures de l'Union, l'Allemand impassible, l'Italienne sur ses gardes, le président du Conseil européen, au regard inquiet, scrutaient la scène avec une tension retenue. Tous savaient que le moindre mot français allait faire basculer l'équilibre fragile du soutien à Kiev. Et pourtant, un détail aurait dû alerter Zelensky. Lecornu n'avait plus ce regard complice du passé. Son visage s'était figé dans une neutralité glaciale bien loin des accolades enthousiastes des débuts. Ce n'était plus le même homme. Et le climat n'était plus à l'union sacrée mais à l'arbitrage. Ce qui, à première vue, ressemblait à une énième doléance budgétaire, avait en réalité franchi une ligne rouge invisible que Zelensky, volontairement ou non, refusait de voir. La bienveillance tricolore n'était pas inépuisable. Et ce jour-là, elle avait atteint son point de rupture. Ce qui allait suivre ne serait pas un simple désaccord, mais un tremblement de terre diplomatique aux répliques planétaires. L'illusion d'une générosité sans condition, offerte sur simple demande, venait de s'effondrer. L'ère où l'Ukraine obtenait tout simplement en jouant la carte du martyr touchait brutalement à sa fin. Pour percer le mystère de ce retournement brutal, il fallait revenir 1 mois plus tôt, dans les couloirs feutrés de Bercy où se tramait un document explosif. Les équipes économiques de Lecornu s'y activaient, dans la plus grande discrétion peaufinant un rapport ultra-sensible de 317 pages au titre sobre mais lourd de conséquences, évaluation complète du poids financier de l'aide française à l'Ukraine, exercice 2022. Le verdict y était sans appel. Depuis le début de l'invasion, la France avait déjà déboursé 23,7 milliards d'euros pour soutenir Kiev, 8, 2 milliards en livraison militaire, 4, 1 milliard d'aide humanitaire, 5, 1 milliard via les programmes européens de reconstruction. Et ce n'était là que la partie visible de l'iceberg. Les pertes économiques liées aux sanctions contre Moscou, elles s'élevaient à 15 milliards supplémentaires. L'addition salée avait fini par faire grincer des dents au sommet de l'État. Monsieur le chancelier, nous touchons désormais la frontière du possible. Le pays commence à payer au sens propre la facture de notre grandeur internationale. La voix était ferme, posée, mais lourde de conséquences. C'était un conseiller du bureau des finances qui, en pleine réunion à la maison des ministères, venait de livrer ce que beaucoup redoutaient, l'avertissement budgétaire de trop. Les chiffres ne laissaient aucune place au doute. 2-3 milliards d'euros manquaient dans les hôpitaux publics pour maintenir un minimum de dignité sanitaire. L'École nationale réclamait désespérément 4,1 milliards pour réparer les plafonds qui s'effondrent sur les élèves. Et pendant ce temps, les agriculteurs barraient les routes furieux de devoir affronter une concurrence subventionnée venue de l'Est, avec pour seules armes leurs dettes et leur rage. Le message était clair, le robinet de la générosité coulait à plein régime à l'étranger, pendant que les tuyaux fuyaient à la maison. Ce n'était pas dans les tableaux Excel, ni dans les bulletins officiels que se cachait la véritable bombe. Non, l'explosion venait d'ailleurs d'un rapport ultra confidentiel, signé des services secrets hexagonaux. Le contenu, un inventaire implacable de ce que devenait l'argent envoyé à l'Est. Sur chaque tranche de millions transférés, à peine un peu plus de la moitié atteignait réellement le terrain. Le reste, englouti dans un marécage bureaucratique et mafieux, s'évaporait entre contrats gonflés et commissions occultes. L'aide censée protéger les civils et renforcer la défense ukrainienne se transformait en bonus luxueux pour une élite bien rodée à l'art de faire prospérer même la guerre.
Prenons un cas édifiant presque caricatural, 800 millions d'euros, généreusement alloués par la France pour rebâtir des écoles détruites par les bombes, ont miraculeusement servi à commander des fournitures et à des tarifs 3 fois plus élevés que la normale. Cerise sur le scandale, ces juteux contrats étaient signés avec des entreprises au pédigree étonnamment proches du cercle présidentiel ukrainien. Et ce n'était que la partie émergée. Une autre enveloppe de 1,2 milliards censée nourrir et soigner les réfugiés a traversé des ONG fantômes, des coquilles vides, dont la principale fonction semblait être de reverser d'aimables commissions à des facilitateurs locaux. Un haut cadre de l'État français bien informé a résumé la situation avec une clarté glaçante. C'est du pillage structuré à l'échelle industrielle. Et le président ukrainien, il ne peut ignorer la mécanique. Il la tolère parce qu'elle alimente à la fois sa propagande et son réseau d'influence. Pour Lecornu, l'éveil fut brutal. Celui qui des mois durant avait défendu l'Ukraine sans condition, comme un frère d'armes, se retrouvait confronté à une vérité bien moins reluisante que les discours officiels. Derrière les sourires diplomatiques et les poignées de main chaleureuses, les câbles confidentiels venus de l'ambassade française à Kiev dessinaient un tableau autrement plus sombre, enrichissement fulgurant d'une poignée d'initiés détournement à la chaîne et manipulation stratégique de l'aide étrangère à des fins purement politiques. Pendant ce temps, en France, les citoyens découvraient amers que leur solidarité se payait, comptant hôpitaux sous-financés, écoles abandonnées, agriculteurs laissés pour compte. L'enthousiasme avait fait place à la désillusion, et Lecornu à son tour retirait ses œillères. Ce fut l'étincelle finale, celle qui fit tout basculer. Une enquête explosive signée par le Canard enchaîné mit le feu aux poudres le président ukrainien, présenté depuis 3 ans comme un modèle de sacrifice, détenait en réalité un empire immobilier estimé à plus de 35 millions d'euros, discrètement acquis depuis le début de la guerre via un enchevêtrement de sociétés, écran. Villa somptueuse à Londres, Penthouse à Miami, résidence de standing à Genève. Pendant que Kiev multipliait les appels à la charité mondiale pour nourrir ses déplacés, le chef de l'État ukrainien empilait les propriétés de luxe comme d'autres collectionnent les médailles. À Paris, dans les coulisses du pouvoir, l'affaire fit l'effet d'un séisme. Un ministre proche de Lecornu lâcha consterné « Allez expliquer ça aux Français, des milliards offerts à un pays dont le président fait ses courses dans l'immobilier de prestige ». C'est dans une ambiance déjà saturée d'indignation que Zelensky lança l'invitation à un sommet d'urgence à Bruxelles. Le prétexte renforçait la coordination de l'aide européenne face à une prétendue phase décisive du conflit. L'objectif réel, tenter un tour de passe-passe magistral, faire cracher 200 milliards d'euros de plus aux capitales européennes, dont un quart rien que ça réclamait à Paris. La mécanique bien huilée depuis 3 ans n'avait pas changé d'un iota, déroulé les clichés de villes rasées, lâcher quelques larmes patriotiques à l'écran, agiter la menace russe si on tombe, c'est votre tour, puis terminer par la bonne vieille culpabilisation. Oserez-vous trahir un peuple qui meurt pour vos valeurs ? Cette recette avait toujours fonctionné, jusqu'à ce jour. Car cette fois, Zelensky ne s'adressait plus à un partenaire docile, mais à un Lecornu métamorphosé, durci par les scandales, blindé par l'indignation populaire et prêt à rendre coup pour coup. À 14h en tapante, le rideau se leva dans la salle feutrée du Conseil européen. Les écrans s'allumèrent en duplex depuis Kiev. Zelensky apparut fidèle à son uniforme de guerre devenu légendaire, ce t-shirt vert olive usé, mais symbolique brandi comme un totem. En face figée dans leur posture de chef d'État Lecornu pour Paris, Scholz pour Berlin, Mélanie pour Rome et Charles Michel arbitre silencieux du ballet bruxellois. Le président ukrainien entama son discours comme il l'avait tant de fois fait, avec une gravité calculée, presque lyrique. « Cher partenaire de l'Europe libre », lança-t-il voix grave et regard fixé sur la caméra, « l'heure est venue de franchir un cap historique. Poutine concentre ses forces. L'assaut final approche. L'Union ne peut se permettre l'indifférence. » Et puis, sans surprise, vint le moment où la diplomatie céda la place à l'addition. D'un geste assuré, Zelensky lança son PowerPoint, une œuvre d'ingénierie budgétaire calibrée au millimètre.
Les chiffres s'enchaînaient implacables, 50 milliards pour tenir la ligne de front, 75 pour rebâtir les ruines, 40 pour nourrir et soigner, 35 pour moderniser l'économie. Total 200 milliards d'euros sur 2 ans à répartir entre les pays d'Europe, mais pas de façon symbolique, non selon leur PIB. Et à ce jeu-là, la France tirait le gros lot. Face caméra, regard planté dans celui de l'écornou Zelensky, lâcha la somme fatidique. Vous, Paris, devrez couvrir 50 milliards. C'est un investissement dans votre propre survie. Si nous tombons, Varsovie tombera, puis Berlin, et votre tour viendra. Le message était clair comme de l'eau trouble, payez ou préparez-vous au chaos. Zelensky, fidèle à sa méthode préférée, transformait l'appel à l'aide en ultimatum existentiel pour tout le continent. Ce n'était plus une requête, c'était une pression soigneusement emballée dans le drame et la peur. Mais cette fois, le numéro ne prendrait pas, car face à lui se tenait un l'écornu métamorphosé, précis, froid, impassible, qui avait planifié sa réponse comme un maître d'orchestre en plein crescendo. Cela faisait des semaines que ses équipes travaillaient, dans l'ombre passant au crible des montagnes de données, vérifiant chaque ligne de dépenses, chaque promesse non tenue. Gabriel Attal, l'homme des chiffres et des comptes, avait mis sur pied un dossier aussi épais que redoutable, une traçabilité au centime près de l'aide envoyée à Kiev, détournement, surfacturation, enrichissement personnel. Tout était là, noir sur blanc, prêt à être dévoilé comme une lame aiguisée en pleine salle d'opération. Nous avons les éléments. Pas des soupçons, pas des rumeurs, des preuves solides que notre aide est siphonnée à grande échelle, avait confié le président au Premier ministre. Mais Lecornu ne comptait pas se contenter d'un simple constat accablant. Il visait plus haut. Ce qu'il voulait, c'était créer un électrochoc politique, frapper là où ça fait mal et rappeler à tous à Bruxelles comme à Kiev que la France n'était pas une tirelire sans fond, mais une nation avec ses propres urgences, ses citoyens, ses priorités. Lorsque Zelensky mit fin à son intervention, la pièce s'emplit d'un silence coupant. Un de ces silences lourds de conséquences où chaque respiration semble suspendue. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu. C'était à lui de jouer. Il redressa légèrement le menton, posa calmement ses feuilles sur la table, puis prit la parole avec ce mélange d'élégance glacée et de fermeté tranchante qui faisait sa signature. « Monsieur le président Zelensky », déclara-t-il d'un ton posé presque clinique, « merci pour cette présentation très complète. À mon tour, si vous le permettez, de vous soumettre quelques données que vous ignorez peut-être. » Sans hausser le ton, Lecornu sortit calmement une chemise écarlate marquée « confidentielle » en lettres capitales. Il l'ouvrit, tourna lentement les premières pages, puis commença à parler. Ce qu'il allait révéler ne laissa bientôt plus place au doute. Depuis février 2022, la France a transféré au centime près 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. Vous savez ce que cela représente? Pour chaque foyer fiscal français, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire net. La salle retint son souffle. Zelensky voulut couper court, mais Lecornu, impassible, poursuivit. Avec cette somme, nous aurions pu bâtir 47 hôpitaux, rénover 12 000 écoles ou injecter 3 400 emplois dans la transition écologique. Mais non, nous avons choisi de les envoyer à Kiev. Et que nous reste-t-il en retour? La question fendit l'air comme une lame. Le président ukrainien déstabilisé tenta maladroitement de répondre « Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas comparable. » Erreur! Lecornu le coupa net. « Détrompez-vous, non seulement je compare, mais je vais vous dire point par point où est parti cet argent. » Alors débuta un démontage chirurgical implacable méthodique. Page après page, Lecornu exposa les chiffres, les faits, les preuves. 800 millions d'euros soi-disant destinés aux écoles parties dans des contrats de fourniture surfacturés. 1,2 milliard d'aides humanitaires passées entre les mailles d'ONG fictives. 600 millions pour la reconstruction utilisée pour acheter des terrains douteux à des oligarques bien placés. Chaque révélation tombait comme un coup de marteau sur l'édifice ukrainien. Zelensky bafouilla, tenta de se défendre, mais face aux preuves relevées bancaires, fausses factures, témoignages d'ONG sur le terrain, rapports officiels de l'ambassade de France, il n'y avait plus rien à dire. Tout était là, noir sur blanc. D'un ton toujours aussi calme, presque clinique, Lecornu reprit la parole.
Et vous voilà aujourd'hui à nous demander encore 50 milliards. Avez-vous seulement idée, Monsieur le Président, de ce que cela signifie pour un pays comme le nôtre? Il ne laissa pas le temps à Zelensky d'ouvrir la bouche. 50 milliards, c'est l'intégralité du budget de l'éducation nationale. C'est 2 fois ce que la France dépense pour sa défense. Autrement dit, chaque Français, enfant compris, devrait sortir 100 € de sa poche. Et vous voudriez que cette somme parte vers un pays où près de la moitié de l'aide s'évapore dans les circuits opaques de la corruption. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental osait contester Zelensky, non pas avec des discours, mais avec des chiffres, des faits et une froideur implacable. Mais l'écornu n'en avait pas fini. Il referma un document, en ouvrit un autre plus mince, mais bien plus toxique. Puisqu'on parle de transparence, abordons un autre sujet, Monsieur le Président, vos biens personnels. Nos services ont retracé plusieurs acquisitions immobilières en fait depuis 2022. Une villa à Londres, 12 millions. Un penthouse à Miami, 8 millions. Un chalet de luxe à Gstad, 15 millions. Total, 35 millions d'euros. Comment justifiez-vous cela à vos concitoyens qui dorment dans le métro pendant que vous collectionnez les propriétés de prestige à l'étranger? L'effet fut instantané, brutal. La pièce sembla se figer dans le temps. Le teint de Zelensky vira au gris, tandis que ses conseillers s'agitaient autour de lui comme des abeilles paniquées. D'une voix étranglée, il lâcha « Ces allégations sont mensongères. C'est une manipulation orchestrée par Moscou. » Lecornu ne cligna même pas des yeux. Un sourire aussi froid que tranchant glissa sur ses lèvres. Pardon, Monsieur le Président, mais ces données proviennent d'archives officielles, les registres fonciers britanniques, suisses et américains. Des documents publics consultables par n'importe qui. Vous voulez les numéros de parcelles? Je peux les lire à voix haute. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Pas un murmure. Pas un souffle. Les chefs d'État présents échangeaient des regards déconcertés, choqués par la précision chirurgicale de la charge française. Personne, pas même les plus sceptiques, n'avait imaginé que l'écornu irait jusque-là. Zelensky, visiblement ébranlé, tenta une dernière carte. « Monsieur le Premier ministre, vous ne voyez pas l'ensemble. Ce que nous faisons, c'est pour l'Europe entière. Nos soldats donnent leur vie pour la liberté de tous. » Mais l'écornu le coupa net d'un ton tranchant comme l'acier. « Non, stop. Il suffit avec ce chantage sentimental. Vos troupes se battent pour l'Ukraine, pas pour Paris, pas pour Berlin, et certainement pas pour remplir les poches de quelques oligarques bien placés. » Et ce fut cette phrase cinglante comme un fouet qui allait faire le tour des chancelleries du monde entier. « Monsieur Varensky, la République d'Aurélia, n'est pas une pompe à billets. Nos contribuables ne sont pas là pour sponsoriser vos villas en bord de mer, ni les jets privés de vos amis magnates. » L'explosion fut immédiate. Le président Varensky se leva d'un bond, hors de lui, le regard enflammé. « Vous dépassez les bornes. Nous versons notre sang pour protéger ce continent et vous nous insultez en pleine réunion internationale. » Les chefs d'État présents tentèrent de désamorcer la tension. Trop tard. Le point de rupture avait été franchi. Face à la colère, le chancelier Dérien resta de marbre. « Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Aurélia a déjà transféré 23,7 milliards à votre pays depuis le début du conflit. Une somme colossale sans précédent. Mais désormais, ça suffit. Pas un centime de plus tant que votre appareil d'État restera gangrené par la corruption. » Varensky vociféra. « Vous nous abandonnez au bord du gouffre. Vous offrez une victoire à notre ennemi. » Dérien répliqua avec une sérénité glaçante. « Je ne joue pas pour vos ennemis. Je joue pour mon peuple. Ma mission, ce n'est pas d'entretenir indéfiniment vos dysfonctionnements internes, mais de protéger le niveau de vie des citoyens auréliens. » Et c'est là que Dérien lâcha la réplique qui allait entrer dans les manuels de diplomatie. « Si vraiment vos caisses au FEPO sont vides, pourquoi ne pas commencer par revendre vos petits bijoux à Londres et Miami 35 millions? Ça ferait pas mal de repas chauds pour vos réfugiés, non ?» Cette phrase cinglante comme un uppercut fit exploser ce qui restait de patience chez Varensky. Blême de rage, il quitta la visioconférence d'un geste sec, coupant la liaison en laissant les autres chefs d'État figés, pris entre la stupeur et le malaise. Le contre-coup fut fulgurant.
En moins de 10 minutes, les extraits du clash entre Varensky et Derrien envahissaient TikTok, X et YouTube. Hashtag en feu, réaction en chaîne. Deux camps s'affrontaient, ceux qui saluaient la fermeté aurélienne et ceux qui dénonçaient un coup de poignard dans le dos d'un allié. En Aurélia, la scène fut accueillie comme un tournant. Un sondage éclair révéla que 79% de la population soutenait Derrien. Les réseaux s'enflammaient. Enfin, un dirigeant qui pense à nous. À droite, la tribune d'Aurélie Lemoine saluait le sursaut de souveraineté. À gauche même, enthousiasme, Jules Nartin félicitait le cran de dire stop au racket des puissants. Pour une fois, l'unité nationale passait par un non. Mais c'est au cœur même de la République de Nordanov que le séisme fit le plus de dégâts. Pour la première fois depuis le début du conflit, le président Varensky venait de se heurter à un non ferme, brutal, inamovible, et surtout public. Pire encore, ses biens personnels, jusque-là soigneusement dissimulés derrière un rideau d'héroïsme, venaient d'être étalés à la lumière du jour. L'image du commandant courageux du patriote sans tache se fissurait, et ce vacillement fut l'occasion rêvée pour les voix étouffées depuis des mois de sortir du silence. L'ancien chef d'État Igor Markevitch n'y alla pas par 4 chemins. Le peuple a droit à la vérité sur le train de vie de son président. À son tour, le maire de Norska Lev Darnov demanda formellement l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'allocation des fonds venus de l'étranger. Le tabou venait d'être brisé, mais ce qui allait vraiment faire chanceler Varensky, c'est que l'effet domino ne tarda pas à suivre. Berlin annonça vouloir revoir les termes de son soutien. Rome parla de conditionnalité renforcée. Et même Varsovie, son allié historique toujours en première ligne, exprima du bout des lèvres une préoccupation grandissante face aux révélations. L'homme qu'on n'osait jamais contredire venait en l'espace de 48 heures de perdre ce qui lui restait d'intouchabilité. Outre-Atlantique, la Maison-Blanche se retrouvait dans une posture particulièrement inconfortable. Joe Biden, qui n'avait cessé de clamer un soutien inconditionnel à Kiev, voyait soudain ce discours mis à mal par la tempête venue de Paris. Les révélations françaises sur la gestion douteuse de l'aide mettaient le Congrès en ébullition. Déjà frileux, les parlementaires américains menaçaient désormais de couper les vivres si des garanties solides contre les détournements n'étaient pas mises sur la table. Et pendant que Washington cherchait un équilibre entre loyauté diplomatique et réalité budgétaire à Moscou, l'ambiance était tout autre. Poutine, hilar, savourait publiquement ce qu'il appelait la chute du masque occidental. Les chaînes de propagande russes passaient en boucle les extraits de l'échange entre Zelensky et Lecornu, rebaptisé moqueusement le distributeur automatique français. Pour le Kremlin, c'était du pain bénit, l'Europe se fissurait et il n'avait même pas eu besoin d'intervenir. Mais l'écho le plus puissant ne résonna ni à Paris, ni à Washington, mais dans les rues de Madrid, Berlin, Rome ou Prague. Dans les cafés, les marchés, sur les réseaux sociaux, les Européens découvraient ce qu'ils n'avaient jamais osé imaginer, que leur solidarité servait aussi à remplir les poches d'une élite ukrainienne vorace. Pour beaucoup, ce fut un électrochoc. Le récit manichéen du bien contre le mal s'effritait, laissant place à une désillusion amère. Un semestre s'était écoulé depuis ce duel diplomatique devenu légendaire. Et les répliques du choc n'avaient rien de symbolique. Les aides européennes à l'Ukraine s'étaient effondrées de 60%, les milliards se faisaient plus rares que les victoires russes, et le président Zelensky, autrefois intouchable, voyait son piédestal vaciller sous la pression populaire. Des oligarques, hier encore rois de Kiev, faisaient désormais leurs valises à la hâte, leurs comptes gelés et leurs villas saisies. Mais le plus spectaculaire, ce fut l'ascension fulgurante de celui qu'on appelait encore simplement le cornu. En l'espace de quelques mois, il était devenu bien plus qu'un chef de gouvernement. Il incarnait la renaissance d'une Europe lucide, affranchie de ses naïvetés passées, une Europe qui cesse de tendre l'autre joue pour commencer à défendre ses propres frontières et ses portefeuilles. 3 mois plus tard, à Berlin, la scène était presque surréaliste. Une foule brandissait des pancartes « Danke le cornu ». Le chancelier Scholz lâchait publiquement que la France avait réveillé le vieux continent, et les médias allemands le surnommaient « Der Mann mit Rückgrat, l'homme à la colonne vertébrale ».
Mais c'est à Rome en juin 2000 que tout bascula définitivement. Lors du sommet européen, lorsque le débat devint houleux, ce ne fut ni l'Allemagne ni l'Italie que l'on regarda. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Le cornu nouveau phare d'un continent déboussolé imposa le silence sans hausser le ton. L'homme avait cessé d'être un ministre, il était devenu la conscience stratégique de l'Europe. Zelensky s'efforçait encore mollement de balayer la tempête, mais le vernis s'était craquelé pour de bon. Le héros de la liberté avait laissé place dans l'imaginaire collectif à un gestionnaire douteux tiraillé entre patriotisme affiché et enrichissement privé. Même dans les rues de Kiev, son aura s'étiolait, les sondages dégringolaient, l'image du sauveur s'était effondrée sous le poids de révélations trop nombreuses pour être ignorées. 12 mois plus tard, à New York, l'Assemblée générale de l'ONU servait de théâtre discret à une revanche silencieuse. Le cornu et Zelensky étaient assis dans la même salle, mais cette fois, c'est l'Ukrainien qui changeait de couloir pour éviter une poignée de main. Les caméras captèrent son regard fuyant pendant que le Français, désormais figure centrale de la diplomatie européenne, recevait les salutations d'émissaires du monde entier. Les livres d'histoire retiendront cette scène à Bruxelles, non comme un simple désaccord, mais comme le début d'une ère nouvelle. Une Europe moins docile, moins sentimentale, moins prête à céder au chantage émotionnel. Le cornu n'avait pas seulement tenu tête à un président en guerre, il avait posé les bases d'une politique étrangère qui ose dire non. Comme l'a écrit un économiste dans une tribune virale, en 6 minutes, il a réussi ce que 1000 réunions n'avaient jamais osé envisager, rappeler à l'Europe qu'elle existe, qu'elle pense et qu'elle n'a plus à s'excuser d'agir pour elle-même. Derrière le coup d'éclat médiatique qui fit vaciller les certitudes européennes, se cachait une opération de longue haleine, préparée dans l'ombre loin des caméras. Ce n'est pas à Bruxelles que tout avait commencé, mais dans un bureau discret au cœur de Bercy 6 mois auparavant. Ce soir-là, la pluie battait les vitres, tandis que Pierre Moscovici, discret mais redouté directeur du Trésor, relisait un épais rapport classé, strictement confidentiel. À ses côtés, une poignée de technocrates chevronnés aux mines fermées, magistrats financiers, auditeurs de la Cour des comptes, experts en fiscalité internationale. Pendant 8 longs mois, cette équipe d'élite avait remonté centime par centime la trace de l'argent public français, expédié en urgence à Kiev. Et ce qu'ils découvrirent dépassait leurs pires soupçons, un mécanisme huilé digne d'un scénario de film noir où chaque billet était siphonné avec méthode par un écosystème d'oligarques bien connectés. L'État ukrainien, censé être partenaire, apparaissait dans ce rapport moins comme une victime que comme un rouage complice passif, parfois actif, souvent de ce vaste pillage organisé. Monsieur le directeur général, ce que nous avons mis au jour dépasse largement le simple cadre d'un scandale. On ne parle plus ici de corruption ordinaire, mais bien d'un système d'arnaque à grande échelle, avait lancé Marie-Claire Dave, inspectrice générale des finances, le visage fermé mais la voix ferme. Le rapport qu'elle tenait en main n'était pas une simple compilation d'irrégularités, c'était un inventaire détaillé d'un pillage méthodique. Prenons l'exemple criant des fonds alloués à la reconstruction des hôpitaux ukrainiens, officiellement 2-3 milliards d'euros débloqués par la France. Mais sur le terrain, seulement 400 millions réellement utilisés pour construire, soigner, équiper. Le reste évaporé, aspiré dans un tourbillon de marchés bidons de surcoûts grotesques et de dessous de table bien planqués. Un système où l'on transformait l'aide humanitaire en jackpot pour initier. Un exemple qui donne froid dans le dos, l'hôpital pour enfants Okhmatdit à Kiev, devenu tristement célèbre après avoir été réduit en ruine par une frappe russe. La France, en élan de solidarité, avait dégagé 436 millions d'euros pour en financer la reconstruction intégrale. Pourtant, les travaux réalisés par une société appartenant comme par hasard à un intime de Zelensky n'avaient mobilisé que 114 millions. Le reste évaporé envolé dans les brumes opaques de holdings offshore installés bien au chaud sous le soleil des îles Vierges britanniques. Mais le pire restait à venir. L'Audi dévoilait l'indicible sur les 1,8 milliards d'euros d'aide humanitaire, médicaments, denrées de base, matériel de survie censé soulager les réfugiés ukrainiens. 40% n'avaient même pas quitté les entrepôts de Kiev. Pourquoi ? Parce qu'un réseau mafieux bien huilé les revendait sur le marché noir international.
Résultat des sirops pour bébés, estampillé République française, vendu à prix d'or dans les officines de Lagos, les ruelles de Bangkok ou les arrière-boutiques de Bogota. Une véritable honte financée à l'euro près par les contribuables français. Mais c'est sur le terrain militaire que la mascarade atteignait son paroxysme. Les canons César Joyaux de l'armement tricolore livrés quasiment à prix coûtant à Kiev devaient être 48 au total facturés 180 millions d'euros. Et pourtant surprise, l'Ukraine n'en aurait reçu que 31, les 17 restants évaporés, ou plutôt revendus discrètement par des intermédiaires ukrainiens à des pays bien loin du champ de bataille, dont l'Arabie saoudite. Résultat de l'opération, une plus-value de 100 millions d'euros directement ponctionnée sur la générosité française. Même Pierre Moscovici, pourtant rompu au jeu d'ombre de la finance internationale, en était resté sans voix. Comment justifier auprès des Français qu'on sacrifie leurs hôpitaux, leurs écoles ou leurs retraites pour engraisser des trafiquants d'armes en cravate? S'était-il indigné lors de la présentation du rapport confidentiel à Matignon, devant un cornu blême mais déterminé? Car ce qui se dessinait derrière ces détournements massifs, c'était une douloureuse révélation. Les 23,7 milliards d'euros d'aide envoyés à Kiev correspondaient pile pour pile au déficit budgétaire français. Une équation scandaleuse qui commençait à faire grincer les dents jusqu'au sommet de l'État. Peu à peu, l'équation financière absurde commençait à faire tilt dans la tête des Français. Pendant que les caisses de l'État se vidaient, au profit de Kiev, les urgences hospitalières françaises implosaient. Selon la Fédération hospitalière, il manquait 2 milliards d'euros, rien que pour maintenir un niveau de soins digne de ce nom. De son côté, l'Éducation nationale tirait la sonnette d'alarme. 4000 écoles vétustes réclamaient 4,8 milliards pour ne pas tomber en ruine. Dans les campagnes, les agriculteurs bloquaient les routes chaque semaine, dénonçant l'arrivée massive de blé ukrainien, bradé, sponsorisé, ironie du sort, par l'argent public européen. Et là-dedans, les oligarques de Kiev s'en donnaient à cœur joie, empilant les fortunes sur le dos du contribuable français. Ce grand écart entre promesses humanitaires et réalité nationale, un rapport explosif de l'OFCE, l'avait parfaitement résumé. Dévoilé discrètement, le document révélait que 2 Français sur 3 doutaient désormais de la pertinence de cette générosité tous azimut envers l'Ukraine. Le patron de l'Institut de sondage, lui, ne mâchait pas ses mots. Les Français ont l'impression qu'on ferme leurs hôpitaux pour financer les jets privés des amis de Zelensky. Ce n'était pas une intuition ni une réaction émotionnelle. Ce qui avait véritablement poussé Armand Delcourt, le Premier ministre de la République de Nordanov, à frapper un grand coup, c'était un dossier explosif classé, ultra réservé, remis en main propre par l'ancien directeur du RENSEX, les services secrets extérieurs du pays. L'homme en question, Vincent Breval, vétéran des affaires opaques de l'ère post-guerre froide, avait traversé la cour pavée de l'hôtel du gouvernement, sous la pluie dossier cuir sous le bras et regard chargé d'ombre. « Monsieur le Premier ministre, ce que contient ce document va vous glacer le sang. Vous devez savoir à qui vous confiez les clés du coffre-fort européen, » avait-il dit en refermant doucement la porte capitonnée du salon doré. À l'intérieur de cette liasse confidentielle, des données financières, des montages opaques, des acquisitions immobilières à couper le souffle. Tout pointait vers un seul homme, Viktor Varensky, le président de la République de Velkarie. Et ce n'était pas un simple abus de position, c'était selon Breval un pillage méthodique organisé sous couvert de guerre. Depuis l'hiver 2022, le patrimoine personnel de Viktor Varensky avait mystérieusement pris l'ascenseur, mais pas l'ascenseur social, non celui qui s'ouvre sur des propriétés luxueuses et des paradis fiscaux. Loin des modestes 35 millions d'euros que les fuites avaient fait émerger dans la presse, les analystes du renseignement français chiffraient désormais le montant réel à 47 millions. Et l'inventaire ressemblait à un catalogue de rêves immobiliers. En septembre 2024, une villa digne de Hollywood, payée 16 millions dans les Hamptons via une société panaméenne. Puis en décembre, un penthouse clinquant à Dubaï, 12 millions acquis, sous couvert d'un trust helvétique. Et en février 2025, la cerise sur le gâteau, un domaine viticole de charme en Toscane pour 8 millions via une société écran basée à Malte. Le tout soigneusement empaqueté dans un jeu de poupées russes financières, mais ces maisons de rêve n'étaient que le sommet de l'iceberg. Les chiffres les plus vertigineux se cachaient dans les portefeuilles invisibles,
23 millions injectés dans des fonds d'investissement au Luxembourg, 15 millions transformés en crypto-monnaie et 8 millions d'euros suspendus dans les airs sous forme de toiles de maître enfermés dans des coffres suisses. Lorsqu'il présenta le bilan, l'ancien patron du renseignement Bajolet résuma d'une voix sèche: « En février 2022, ce monsieur possédait 1,5 million. 3 ans plus tard, le voilà assis sur un matelas de plus de 90 millions. Soit une explosion de 6000% pendant que son peuple comptait les morts et suppliait les chancelleries étrangères pour survivre. » La lecture du dossier fit l'effet d'un seau d'eau glacée sur Armand Delcourt. Comment continuer à défendre une aide colossale à un dirigeant qui transformait la détresse nationale en machine à cash personnelle? Chaque nouvelle page révélait un peu plus l'indécence du président Warrenski. Mais le plus écœurant n'était pas encore arrivé. Une enquête complémentaire menée en parallèle par le Rensex montrait que l'entourage direct du président s'était lui aussi servi avec une gourmandise obscène. Certains proches avaient construit en plein chaos des fortunes qui défiaient l'imagination. Ainsi, Dmitro Andreevski, chef de cabinet de Warrenski, voyait désormais son patrimoine culminer à 34 millions d'euros, un bond vertigineux pour un simple haut fonctionnaire. De son côté, l'oligarque Kolomarsk, mentor politique autoproclamé de Warrenski, avait tout simplement quadruplé sa fortune depuis le début de la guerre. Quant à Renat Armetov, déjà considéré comme l'un des magnates de Velkari, il avait profité des gigantesques contrats de reconstruction financés par l'Occident pour grimper dans le classement mondial des milliardaires, se hissant parmi les 100 plus grandes fortunes de la planète. Tout cela pendant que la population velkarienne enterrait ses morts et survivait sous les bombes. Ce n'était plus un gouvernement, c'était un cartel. Un système huilé comme une mafia d'État montée autour du clan Warrenski. Oubliez l'image d'un chef en treillis héros, d'un peuple martyr. Ce que la cellule d'enquête de Matignon révélait, c'était tout autre chose. Warrenski ne dirigeait pas un pays en guerre, il administrait un réseau opaque de prédation financière. Cette vérité glaçante, sourcée ligne par ligne, avait définitivement achevé de convaincre. Le corps nu continuer comme avant était impensable. Il fallait renverser la table. La riposte ne se fit pas à la légère. Le bras de fer diplomatique prévu à Bruxelles fut préparé dans le moindre détail. Matignon devint une véritable salle de guerre réunissant économistes spécialisés en blanchiment d'argent ukrainien, magistrats experts en corruption transnationale et stratèges du renseignement. Denis Baud de la Banque de France disséquait les mouvements de capitaux. Eva Joly, l'infatigable traqueuse de fraude, reconstruisait les circuits de l'argent sale. Et Hervé Falciani, le célèbre hacker des Swiss Leaks, mettait à nu les sociétés écrans d'Europe de l'Est. Monsieur le Premier ministre, déclara un jour Eva Joly lors d'une réunion sous haute sécurité, ce que nous avons là, ce n'est pas une erreur diplomatique, c'est une escroquerie systémique menée par une équipe soudée. Dans n'importe quel pays de droit, ces gens-là seraient déjà inculpés, mais là, le mot « guerre » leur sert de cape d'invisibilité. Ce verdict juridique fit l'effet d'un électrochoc. Le corps nu n'hésita plus. L'heure était venue de confronter le président ukrainien avec des preuves béton, des chiffres implacables et des vérités qu'aucun écran de fumée ne pourrait occulter. « Ah, il faut le coincer en plein mensonge devant tout le monde », martelait Falciani avec l'insistance d'un homme qui en a vu d'autres. Une fois la supercherie exposée, le masque tombe et le personnage s'effondre avec. Pour s'assurer que la manœuvre ne laisserait aucune faille, le corps nu transforma la cellule de crise de Matignon en véritable théâtre d'entraînement. Chaque jour, ses conseillers s'essayaient au rôle de Zelensky, mimant ses tics oratoires, ses appels au pathos, ses envolées victimaires. Monsieur le Premier ministre, vous trahissez la liberté au moment où elle se bat pour survivre, lançait l'un d'eux la voix tremblante de fausse indignation, récitant à la virgule près le scénario que l'Ukrainien utiliserait à Bruxelles. Vous servez les intérêts du Kremlin, glissait le corps nu impassible, tandis qu'il dégainait méthodiquement ses pièces à conviction graphique, extraits de rapports preuves irréfutables. Chaque répétition devenait une chorégraphie plus fluide, plus précise. Son jeu d'arguments se ciselait comme une lame imparable, et pour muscler ses nerfs face aux tempêtes d'émotions que Zelensky ne manquerait pas de déclencher, un expert en psychologie des conflits avait été missionné.
Préparez-vous à l'assaut émotionnel, il jouera la carte du martyr du frère trahi de l'homme seul contre l'injustice, avait prévenu le psy. Votre seule défense, le terrain des faits, ne déviez jamais. À 72 heures du duel diplomatique, Matignon se transforma en plateau de théâtre. Le salon Napoléon reconfiguré pour l'occasion était devenu la copie conforme de la salle bruxelloise. Face à Lecornu dans ce dernier exercice grandeur nature, Pierre Moscovici. Vétéran de la scène européenne, il endossait le rôle de Zelensky avec un mimétisme troublant. Même posture, même pathos, même art du chantage moral. « Sébastien, vous piétinez l'âme de l'Europe », déclama Moscovici avec une intensité dramatique digne d'un acteur du théâtre national. Réponse cinglante du Premier ministre, « Pierre, on n'est pas à Avignon. Revenons à la réalité, compte bancaire, virement suspect. » Un sourire apparut sur le visage de Moscovici. « Tu es prêt? Il va tomber. » Lecornu s'envolait vers Bruxelles dans un silence pesant comme un général en route vers un front décisif. À bord de l'avion gouvernemental, les regards étaient graves, les murmures tendus. Il feuilletait une dernière fois ses fiches, peaufinait chaque statistique, affinait chaque punchline. L'ambiance n'était pas à la légèreté. Autour de lui, ses collaborateurs ajustaient les moindres détails de la stratégie comme des horlogers avant une démonstration publique. Moscovici lui souffla encore une dernière consigne. « Pensez à bien marteler ceci. Chaque vérité que vous sortirez, c'est une détonation. » Et lui, il ne tiendra pas sous le feu croisé. Pendant ce temps, au Conseil européen, l'air vibrait d'une tension inhabituelle. Avant même l'ouverture des portes, les journalistes sentaient que ce sommet ne ressemblerait à aucun autre. Les envoyés spéciaux se bousculaient, flairant l'orage diplomatique. On murmurait des désaccords entre Paris et Kiev. Mais personne, absolument personne, n'imaginait que l'édifice de la solidarité européenne allait trembler jusque dans ses fondations. Zelensky, selon ses fidèles lieutenants, avançait vers le sommet avec l'assurance de celui qui a toujours dominé la scène. Il avait peaufiné sa routine, image déchirante, discours larmoyant et cette carte maîtresse, l'accusation implicite de complicité pro-Poutine à quiconque osait douter de lui. Une partition jouée avec succès pendant 3 longues années. Mais cette fois, il entrait sans le savoir dans une embuscade méticuleusement orchestrée depuis Paris. Pendant ce temps, au dernier étage feutré de l'hôtel des Grands Boulevards, Lecornu passait la nuit à fignoler son offensive. Il relisait ses pièces à conviction, 56 pages explosives, des relevés bancaires à l'appel, des témoignages d'ONG, des audits dévastateurs. À huis clos, il avait soufflé à ses proches « Demain, je pulvérise le storytelling Zelensky ». À l'aube du grand jour, à 7h30, l'Élysée entra dans la boucle. Macron, la voix grave, décrocha « Sébastien, tu mesures l'onde de choc que tu t'apprêtes à déclencher. » Le Cornu, implacable « Emmanuel, je n'ai jamais été aussi près. Il est temps que l'Europe ouvre enfin les yeux. » Dès son arrivée au Conseil européen, la tension était palpable. Les caméras crépitaient, les regards fusaient, les émissaires restaient en alerte. Le brouhaha diplomatique laissait entrevoir une anticipation fébrile. Dans la salle du sommet, l'ambiance n'avait rien d'habituel, c'était celle d'un procès historique. Tout le monde sentait que quelque chose de décisif allait se jouer, mais aucun d'entre eux ne soupçonnait la magnitude du choc à venir. Lorsqu'il était apparu à l'écran depuis Kiev en direct et sûr de lui, Zelensky déroulait son discours comme un illusionniste en pleine tournée. Assis face à son écran, Lecornu, tel un fauve en embuscade, scrutait le moindre mot, la plus petite mimique. Chaque ressort rhétorique, chaque soupir calculé, chaque menace déguisée en supplique, tout était conforme au plan prédit dans les briefings de Matignon. « C'est du copier-coller !» se dit-il presque amusé. Zelensky fonçait tête baissée vers le précipice qu'il n'avait pas vu venir. Puis le moment tant attendu arriva. L'Ukrainien d'un ton grave formula sa requête 100 milliards d'euros, dont la moitié directement attendue de la France. Ce fut le signal. Derrière son calme apparent, le Cornu exulta intérieurement. La scène venait de basculer. Le piège lentement tendu pendant des mois venait de se refermer avec une précision chirurgicale. Ce que Zelensky ignorait, c'est qu'au moment exact où il prononçait son discours, une triple salve médiatique se mettait en branle aux 4 coins de l'Occident,
comme un feu d'artifice parfaitement synchronisé. À Paris, le Canard enchaîné peaufinait sa une explosive, révélant en exclusivité des extraits choisis du fameux audit français sur la corruption à Kiev. Outre-Manche, The Guardian s'apprêtait à dévoiler un portrait grinçant de l'empire immobilier secret du président ukrainien. Et à Washington, The Washington Post creusait sans relâche sur le détournement massif des aides américaines par les clans oligarques. Ce concert d'articles ne relevait pas du hasard. Depuis plusieurs semaines, l'équipe communication de Matignon avait discrètement glissé les bonnes informations aux bonnes rédactions. Une stratégie d'orfèvre pensée pour déclencher une tempête médiatique mondiale impossible à contenir, encore moins à ignorer. Plus question de faire marche arrière. Le rouleau compresseur était lancé. Quand le cornu lança sa charge contre Zelensky, tout était minutieusement orchestré. 3 mines médiatiques attendaient l'instant parfait pour exploser en cascade. Cette opération de saturation informationnelle n'avait qu'un seul objectif, créer une onde de choc assez puissante pour submerger tout démenti venu de Kiev. Et le plan se déroula sans accroc. À peine la passe d'armes terminée dans la salle du Conseil européen que l'avalanche d'exclusivité s'abattit. Le Canard enchaîné ouvrait le bal décortiquant l'audit français et ses révélations accablantes, près de 10 milliards d'euros d'aide partis en fumée dans les réseaux opaques de corruption. Dans la foulée, The Guardian balançait des images satellites haute résolution prouvant noir sur blanc l'existence des luxueuses résidences du président ukrainien des Hamptons à Dubaï. Pendant que le cornu déroulait son offensive, le Washington Post lâchait sa bombe. Près de la moitié de l'arsenal américain destiné à l'Ukraine n'avait jamais atteint la ligne de front. Évaporation, détournement ou revente mystère. Mais une chose était certaine, le choc fut immédiat. En une matinée, le guerrier en t-shirt kaki qui incarnait la résistance se vit reclassé en profiteur en veste de soie aux yeux d'une opinion occidentale abasourdie. Les courbes des sondages firent une chute libre. En France, l'appui à l'aide ukrainienne s'effondra littéralement de 33 à 60% d'opposants en 7 jours. Mais c'est à Kiev que le séisme fut le plus violent. Après des années de silence imposé, les voix étouffées de l'opposition retrouvèrent leur souffle. Petro Porochenko surgit sous les projecteurs pour exiger sans détour la tête de Zelensky et des élections immédiates. À ses côtés, Vitali Klitschko réclama une purge démocratique en bonne et due forme, et Yulia Tymoshenko enfonça le clou accusant la famille mafieuse Zelensky d'avoir vidé le pays jusqu'à l'os. Mais le coup de grâce ne vint ni des médias ni des opposants, mais de l'intérieur même de l'appareil militaire. Des brèches apparurent dans les rangs des généraux en poste sonnèrent l'alerte. Dans une lettre ouverte incendiaire, ils dénoncèrent l'absurdité d'un pouvoir qui s'enrichit honteusement pendant que les soldats grattent leurs poches pour des munitions. Le général Valéry Zaloujny, limogé 1 an plus tôt, prit la parole depuis Londres. « Ce n'est plus une question de morale, mais de sécurité nationale », lança-t-il avec gravité. Très vite, la rue s'enflamma. Un déferlement populaire gagna toutes les grandes villes d'Ukraine. À Kiev, la place de l'Indépendance déborda sous une marée humaine de 200 000 manifestants. Les slogans claquaient comme des gifles. « Zelensky voleur, où est notre argent ?» À Dnipro, Kharkiv, Odessa, la colère était tout aussi vive. C'était une onde sismique politique d'une ampleur inédite depuis le début du conflit avec la Russie. Et Zelensky, dos au mur, tenta de reprendre la main. Il enchaîna les plateaux télé, les interviews, les déclarations enflammées. Il essaya de justifier ses villas à l'étranger, balbutia des chiffres incohérents, évoqua des complots. Rien n'y fit. Accuser la France de trahison ne fit qu'ajouter au ridicule les preuves de corruption, étaient devenues trop accablantes pour être balayées d'un revers de main. Mais le plus humiliant restait à venir, les grandes capitales occidentales commencèrent à se détourner de leur champion ukrainien. Joe Biden, jusque-là fidèle comme une ombre à la cause de Kiev, déclara soudainement devant la presse qu'il était profondément troublé par certaines révélations et demanda l'ouverture d'une enquête indépendante. À Paris, Macron fit front commun avec le cornu affirmant que l'argent public français n'était pas un puits sans fond. La rupture fut consommée quand arriva le sommet des grandes puissances. Pour la toute première fois depuis le début du conflit, Zelensky ne reçut même pas d'invitation. Un diplomate américain resté anonyme mais lucide lâcha la sentence « Il n'a plus aucune légitimité.
La corruption a détruit ce qu'il lui restait de crédit. Cette chute de prestige eut des répercussions foudroyantes. En 6 mois, les robinets de l'aide étrangère se refermèrent brutalement. Les livraisons d'armes américaines furent suspendues en attendant des garde-fous contre les détournements. L'Union européenne gela l'intégralité des fonds destinés à la reconstruction. Et même Varsovie, l'allié historique, coupa sèchement les vivres. La panne soudaine du soutien occidental provoqua un choc en chaîne dans les rangs ukrainiens. Sur le front, les combattants faisaient face à une réalité crue, plus de munitions, plus de diesel, plus de pansements. La logistique s'effondrait à vue d'œil. Plusieurs hauts gradés excédés brisèrent le silence et pointèrent Zelensky du doigt, l'accusant sans détour d'avoir échangé la sécurité nationale contre des villas à l'étranger. Pendant que l'Ukraine s'enfonçait dans une spirale infernale, le cornu savourait sa revanche géopolitique. En France, les sondages le portaient au firmament, 80% d'opinions favorables, du jamais vu depuis l'après-guerre. En Europe, son nom circulait dans toutes les chancelleries, celui qui avait osé dire non à l'abus au chantage à l'impunité. Sa tournée diplomatique de juillet fut un triomphe. Les titres de presse italiens résumaient la nouvelle perception. Les cornus défendent nos poches, pas leur yacht. Lors du sommet européen de Budapest à l'automne 2026, le vent avait tourné. Tous les regards convergeaient vers une seule personne, les cornus désormais boussole morale de l'Union européenne. C'est à lui qu'on demandait de redéfinir les lignes rouges de l'aide à l'Ukraine post-Zelensky. Car entre-temps, le président déchu avait été balayé par la rue et lâché par ses anciens parrains occidentaux. Son successeur, Ruslan Stefanchuk, n'avait d'autre choix que d'avaler la pilule amère surveillance budgétaire permanente par des agences indépendantes, plafonnement brutal, des rémunérations des hauts responsables, publication obligatoire du moindre centime de leur patrimoine. 12 mois après le duel de Bruxelles, le décor ukrainien s'était métamorphosé. Zelensky lui avait disparu des radars planqués à Miami dans une de ses résidences tropicales financées par l'argent des contribuables européens. Autour de lui, l'effondrement, ancien allié inculpé, fortune saisie, privilèges arrachés. La caste qui s'était enrichie sous les bombes avait été décimée, et pendant que l'Ukraine pansait ses plaies, un homme seul apparaissait comme le stratège visionnaire de cette reconquête morale, Sébastien Lecornu. Celui qui avait osé affronter la fable Zelensky était désormais la voix de la raison sur le continent, le décideur qu'on appelle quand il faut trancher dans le vif.